Bonjour, bonjour à tous, bonjour Olivier Faure, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer en attendant que les retardataires nous rejoignent. Député de Seine-et-Marne, ancien président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, premier secrétaire du Parti socialiste à la tête duquel vous entamez un troisième mandat après une élection qui a beaucoup fait parler. On en reparlera sans doute ici un petit peu ce matin. On parlera aussi des propositions faites par le groupe socialiste dans le cadre de sa journée d'initiative parlementaire demain. Et bien sûr, on va commencer par les retraites et le contexte social avec une question de Chantal Didier. Juste encore un mot pour vous rappeler à tous que notre rencontre est diffusée sur le portail vidéo Internet de l'Assemblée nationale et que le live tweet est assuré par Stanislas Noyer et Nicolas Prissette. Chantal. Oui, bonjour Olivier Faure. La mobilisation contre les retraites hier a semblé marquer le pas. Est-ce que cela vous inquiète un peu ou bien est-ce que vous pensez que c'est pour mieux rebondir samedi ou qu'il y a quand même un risque de lassitude? Parce que quand on regarde les sondages, bizarrement, les gens sont effectivement très contre la réforme, mais à peu près la même majorité pense qu'elle se fera. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, va l'emporter, de la résignation ou de la colère? Bon, merci d'abord à tous d'être là. Je vois bien que le gouvernement cherche à accréditer l'idée que le mouvement se tasse, que tout ça s'arrête, que c'est bientôt fini et que tout va rentrer dans l'ordre. La réalité, c'est que les enquêtes d'opinion montrent exactement l'inverse. C'est que plus le temps passe et plus les gens découvrent ce que comporte cette réforme, et plus ils y sont hostiles. Et donc, je ne crains absolument rien. Je crois au contraire que les prochaines manifestations vont montrer l'ampleur de la contestation. Et c'est vrai que c'était la 3e journée de grève dans une période d'inflation où les budgets de chacun sont très contraints. Et donc, quand il y a dans la même semaine une manifestation qui est en quelque sorte gratuite, celle du samedi, et une qui est payante, celle du mardi, forcément, j'imagine que beaucoup font le choix de la manifestation qui leur évite de perdre une journée de travail. Donc, je ne suis pas du tout inquiet. Je crois au contraire qu'on voit une mobilisation qui est assez surprenante parce qu'elle touche des populations qui n'ont jamais manifesté. Je vois autour de moi des gens qui n'avaient jamais fait grève, qui n'avaient jamais manifesté, y compris dans des villages où les gens se mettent à manifester alors que vraiment on était habitué à tout sauf à leur mobilisation. Donc non, je crois que le mouvement est très profond et qu'il dit quelque chose. Alors peut-être y reviendrons-nous à la fois du rapport aux inégalités, du rapport au travail, du rapport à la cohésion de ce pays, au modèle social que nous défendons. Et donc, moi, je n'y vois que l'affirmation d'une volonté populaire de refuser les canons de beauté du libéralisme intégral. Y aurait-il un peu quelque chose, une trace des Gilets jaunes? Quand vous dites c'est la France profonde, les Gilets jaunes, c'était la France profonde? Il y a forcément des liens. En fait, cette France qui se sent abandonnée, qui a le sentiment que rien n'est fait pour elle, que c'est toujours les mêmes qui profitent. On a une actualité qui nous le rappelle jour après jour, entre les résultats de BP, de la BNP, qui licencie le jour même, de Total, qui affiche des dividendes, des profits sans précédent connus, avec des dividendes records qui sont distribués et des gens qui, pendant la même période, se voient refuser toute forme de rétribution qui serait à la hauteur de ce qu'ils subissent. Et évidemment, l'écart se creuse. Et vous avez un fossé qui se creuse mois après mois et qui peut faire craindre. J'ai lu ce matin Laurent Berger qui disait que le mouvement pouvait se durcir. Il faut entendre ce que dit Laurent Berger. Il faut entendre le fait que les gens qui ont souhaité depuis le départ se mettre dans une démarche qui est une démarche de négociation et qui n'ont jamais été entendus se retrouvent à un moment débordés par la colère. Et donc ce que l'on peut redouter, c'est effectivement que la colère l'emporte sur toute forme de négociation, parce que ce gouvernement, même s'il n'a pas de majorité absolue, ne cherche à aucun moment à négocier avec qui que ce soit.
Vous craignez, vous, un éventuel durcissement dans le sens où, pour l'instant, la stratégie des syndicats semble approuvée par l'opinion, c'est-à-dire des grèves, mais pas forcément mais pas de blocage du pays, une mobilisation, mais sans, pour reprendre un mot de Laurent Berger encore, emmerder les Français. Il faut que les syndicats continuent dans cette stratégie de rapport de force avec le gouvernement sans bloquer le pays. C'est ma conviction, mais en même temps, je vois bien. Enfin, je vais vous raconter une histoire réelle. Un jour, quelques mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, je vais sur un rond-point qui restait très longtemps actif dans le haut de ma circonscription, le bas de ma circonscription. Et je vois donc ces Gilets jaunes et je leur demande, mais au fond, maintenant, il faut rentrer, il faut chercher des organisations, vous avez des syndicats, des partis pour vous représenter et donc essayer de faire les choses dans des formes qui sont des formes connues. Et ils me répondent la chose suivante. Ils me disent, mais vous, monsieur le député, on vous aime bien. D'ailleurs, on a même voté pour vous. Ah, sympa. Et donc, mais enfin, à l'Assemblée, là, vous êtes dans l'opposition. Oui, je suis dans l'opposition. Et donc, vous faites quoi? Je défends des positions, je dépose des amendements. Ils m'arrêtent et ils me disent, mais vos amendements, ils sont adoptés, vos amendements? Pas très souvent, non. En fait, ils ne sont pas très souvent adoptés, vous avez raison. Mais je prends date pour incarner une alternative. Ah, c'est bien, mais enfin... c'est pas terrible. En fait, les résultats sont pas là. Alors je dis, mais vous avez des syndicats. Et les syndicats, vous pouvez vous battre avec eux. Ils disent, mais les syndicats, en fait, monsieur le député, en fait, on les a vus, les syndicats. Ils se sont battus contre la réforme Pénicaud, contre la réforme de la SNCF, contre etc. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu, les syndicats? Alors je dis, oui, ils n'ont pas obtenu grand-chose, c'est vrai. C'était difficile pour eux. Je dis, oui, c'était pas facile pour eux. Et ils disent, mais nous, au départ, on a fait la même chose. En fait, on a manifesté sur les ronds-points. Et puis, on a manifesté à Paris. Qu'est-ce qu'on a obtenu, monsieur le député? Rien du tout. Et puis, les casseurs sont arrivés. On n'aimait pas les casseurs. On était même hostile aux casseurs. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'avec l'Arc de Triomphe, on avait obtenu quelques centaines de millions d'euros que nous n'avions jamais obtenus par ailleurs. Et donc, évidemment, ça a entraîné une idée qui est effectivement qui est délétère et que je condamne parce que ce n'est pas la violence qu'on peut obtenir normalement. Mais il faut comprendre aussi qu'avec un gouvernement qui est complètement sourd aux revendications, qui ne veut pas comprendre que quand il y a 93% des actifs qui sont hostiles à une réforme, qui ne veut pas comprendre que quand les 2 tiers des Français sont hostiles, quand toutes les catégories de la population le sont, y compris ceux qui sont déjà à la retraite, quand il ne veut pas comprendre que cette réforme-là n'est pas acceptée par le pays et qu'il continue à toute force à le faire passer, prétendant qu'il a un mandat reçu par les Français pour le faire adopter, évidemment, ça crée les conditions d'une rupture, et moi je la crains. Et donc je souhaite que le gouvernement se ressaisisse et qu'il entende pour une fois ce que lui disent les Français. Ce serait quand même ce qu'il pourrait faire de mieux, parce que la démocratie, ça n'est pas simplement une démocratie intermittente qui se jouerait une fois tous les 5 ans et sur des bases qui ne sont pas forcément celles de l'adhésion à un projet. Parce que la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu sur la base d'un projet, mais sur la base d'un refus. Et ce refus, nous en sommes ici pour une bonne part témoins, j'imagine. En tout cas, moi, j'ai appelé à voter pour Emmanuel Macron et j'ai voté pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, non pas par adhésion à son projet, mais simplement par rejet de l'extrême droite, parce que je ne voulais pas devenir polonais, hongrois et maintenant suédois ou italien. Et donc, il y a bien une vraie différence entre l'adhésion à un projet et le barrage républicain. Et donc, s'il n'entend pas, s'il ne le comprend pas, il prend beaucoup de risques pour ce pays parce qu'il le fracture mois après mois. Surtout que ça ne vient pas comme ça vient après une autre réforme qui a peu fait parler d'elle, mais qui est au moins aussi délétère, qui est celle de l'assurance chômage. Et quand on dit aux gens, vous allez travailler plus longtemps, mais si vous êtes au chômage après 55 ans, comme c'est le cas pour beaucoup de monde malheureusement, et que vous allez avoir moins d'indemnités, vous serez indemnisé moins longtemps, vous promettez aux gens quoi? Vous leur promettez la misère, vous leur promettez le RSA. On est en train de tourner le dos à ce modèle qui a été mis en place au lendemain de la Libération, celui que plaidait Ambroise Croizat, qui disait « Je ne veux plus que la retraite soit l'antichambre de la mort, mais un nouvel âge de la vie ». Et c'est cette nouvelle étape dans l'existence que nous défendons aujourd'hui. Une question avant de passer la parole à Gérard Leclerc en rebondissant sur votre récit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous demandez, c'est le mot d'ordre de la NUPES en général, le retrait de la réforme, compte tenu de ce qui est affiché par le gouvernement, compte tenu de la façon dont le début de l'examen du texte se passe à l'Assemblée nationale, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une voie possible pour ce retrait, ou est-ce que,
comme vous le disiez tout à l'heure, vous prenez en réalité date pour l'avenir et les électeurs trancheront lors de prochaines échéances. Moi, je souhaite qu'on ne fasse pas que prendre date. Je souhaiterais que la réforme puisse être effectivement enterrée et qu'on puisse réfléchir. Prenons quelques mois. Ce ne serait pas de trop. Quand on voit, y compris les bases même de notre régime, n'ont pas été discutées en 2 heures. Elles ont fait l'objet de longs mois de discussion entre les groupes parlementaires. Prenons le temps d'une discussion approfondie et regardons quelles sont les autres sources de financement. On pourra y revenir. Mais enfin, c'est quand même incroyable d'avoir comme unique variable d'ajustement les salariés, les gens qui ont... Quand je dis les salariés, je ne parle pas de tous les salariés. Aucun d'entre vous n'est concerné par la réforme des retraites. Vous avez tous fait des études longues et vous avez tous envie de travailler plus longtemps. Donc vous allez continuer en fait à travailler. Mais la réalité, c'est que cette réforme, elle pèse exclusivement sur les femmes qui ont des carrières hachées, sur les gens qui ont travaillé tôt, qui ont eu les salaires les plus faibles et qui ont l'espérance de vie la plus courte. C'est quand même incroyable de faire peser 17,7 milliards d'économies sur des gens qui, déjà, ont toute leur vie durant subi plus qu'ils n'ont eu à choisir notamment leur métier. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ici aurait envie d'être très longtemps égoutier à Paris, éboueur, caissière, etc. Aucun d'entre nous ne voudrait faire ce métier plus d'une semaine. Et pourtant, on voudrait le faire assumer par des gens jusqu'à un âge à partir duquel on peut considérer qu'on a suffisamment donné et que la vie mérite d'être aussi vécue pour tout le monde. Gérard. Oui, vous avez tout à l'heure, à propos de la réforme des retraites, parlé des canons de beauté du libéralisme. Alors, est-ce à dire que tous les gouvernements, y compris les gouvernements sociaux-démocrates qui, un peu partout en Europe, ont adopté une réforme à peu près qui ressemble à celle-là, c'est-à-dire repousser l'âge de la retraite, sont tous des gouvernements ultralibéraux, j'insiste donc, y compris les gouvernements sociaux-démocrates qui l'ont fait. Et par ailleurs, et c'est un peu lié, vous avez le canard enchaîné, là, vous décerne aujourd'hui la noix d'honneur pour cette phrase « Un gouvernement peut-il gouverner contre l'opinion ?» Mais est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'est justement une culture de gouvernement? Est-ce qu'un gouvernement doit forcément toujours suivre l'opinion publique? Est-ce que Mitterrand a eu tort en 81 de supprimer la peine de mort? Juste avant que vous répondiez, on me dit qu'il faut que vous parliez un petit peu plus près du micro. Ah, je parle plus près du micro. La question est intéressante. D'abord, effectivement, je pense qu'on ne peut pas gouverner durablement contre son propre peuple. C'est une forme de tautologie, mais elle est visiblement pas aussi évidente que cela pour nos gouvernants. Et il peut y avoir, quant à définir un parti de gouvernement comme un parti qui serait exclusivement toujours dans le refus d'entendre ce que le disent les Françaises et les Français, pardon, mais c'est une définition de la démocratie qui, moi, me choque et me heurte. Donc, bien sûr qu'il faut chercher à entraîner l'opinion sur des positions. Mais quand on n'y parvient pas, quand on n'est pas entendu, quand on n'est pas compris, et quand surtout il n'y a pas de justification. Si c'était, vous prenez l'exemple de la peine de mort, mais là il y avait une question qui était une question d'humanisme, une question de conscience, une question de conviction profonde. Là, on ne parle pas du tout de ça. On parle d'une réforme des retraites qui est une réforme comptable. Donc, il y a d'autres solutions possibles, il y a d'autres voies possibles de passage. Si on me demandait demain s'il fallait renoncer à la liberté parce qu'une majorité de Français y serait favorable, là, je vous dirais que ça vaut la peine de se battre, y compris contre le courant dominant. Mais là, ils sont gouvernants. Et ils ont une obligation, c'est aussi d'entendre un peuple qui lui dit qu'il ne veut pas de ce modèle parce que ce n'est pas le modèle pour lequel il s'est battu. On est en train de déchirer jour après jour toutes les pages du Code du travail, du Code de la sécurité sociale. C'est pas possible. Il y a un moment où quand même le contrat social que nous avons passé les uns avec les autres, il mérite d'être respecté. Et là, on a un gouvernement qui ne respecte rien. Quant au gouvernement sociodémocrate en Europe que vous mentionnez, d'abord, il faudrait comparer ce qui est comparable. Nous n'avons pas tous la même richesse, nous n'avons pas tous le même PIB, nous n'avons pas tous, y compris la même histoire. Et surtout, nous n'avons pas les mêmes régimes, parce que je vois ce qu'on raconte sur l'âge légal, mais regardez l'âge de départ effectif à la retraite. Il est très comparable au nôtre. Pourquoi? Parce que les systèmes de décote ne sont pas identiques aux nôtres en France. Et donc, quand vous avez un système de décote qui est évidemment très défavorable, vous ne pouvez pas partir avant l'âge légal. En revanche, quand vous avez des régimes dans lesquels, en fait, vous avez un âge de départ qui est un âge théorique,
qui permet le taux plein, mais que vous avez une décote qui est très faible, vous partez plus tôt. Et surtout, vous avez un nombre d'annuités demandées dans d'autres pays qui est bien plus faible que le nôtre. Donc, on fait des comparaisons. Vous prenez un seul paramètre. Vous savez bien que la question des retraites, c'est plusieurs paramètres à la fois. C'est l'âge légal, c'est le nombre d'annuités, c'est le montant des pensions. Tout ça compte. Et donc, si on veut comparer, comparons complètement et on verra que, en réalité, la France, peut-être, est un régime qui est un régime plutôt plus favorable qu'ailleurs, vous avez raison de le souligner, mais c'est aussi le pays d'Europe où la pauvreté des anciens est la plus faible. Eh bien moi, je défends un régime dans lequel, évidemment, on a réussi à vaincre la pauvreté des vieux. Parce que c'est quand même la grande conquête du XXe siècle. Elle est là. Jusqu'ici, la vieillesse, c'était un naufrage. Un naufrage, non pas simplement parce qu'on vieillit, mais un naufrage parce que c'est un naufrage dans la misère. On ne pouvait plus travailler, on dépendait de ses enfants, de ses petits-enfants, et malheureusement, on avait beaucoup de retraités qui étaient des retraités très pauvres. Nous avons réussi à faire en sorte que leur niveau de vie soit à peu près l'équivalent de celui des actifs. Est-ce qu'il faut le regretter? Ma réponse à moi, c'est non. Il ne faut pas le regretter, il faut au contraire se battre pour le maintenir. Et à partir de là, on verra comment... Et donc, posons-nous plutôt la question de savoir si est-ce qu'on est prêt à mettre un point de PIB de plus sur les retraites, par exemple. Ce ne serait pas complètement affolant. Les Italiens mettent 2 points de PIB de plus que nous dans les retraites. Est-ce qu'on est prêt à faire comme les Italiens, même s'ils ont un régime moins favorable? Mais on pourrait se dire ça. Un point de PIB, 22 milliards, ça veut dire 44 milliards de plus qu'on mettrait dans nos retraites. Ce ne serait pas complètement affolant. Bon, je voudrais vous donner quelques exemples de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. En fait, le gouvernement nous dit on n'a pas d'argent. Mais de quoi parle-t-on? On parle de 12 milliards d'euros par an pendant quelques années. 12 milliards d'euros, ils viennent de donner 8 milliards aux entreprises avec la CVAE. Quand on prend le fonds de réserve des retraites créé par Lionel Jospin, les intérêts produits ne partent pas à nos retraites, mais partent aujourd'hui à la CADES. CADES qui va être d'ailleurs continuer à être renfloué, non pas par les grandes entreprises, mais par l'ensemble des citoyens, puisqu'ils ont prévu de maintenir la CRDS jusqu'en 2033. Mais donc, pourquoi donc l'argent du fonds de réserve des retraites serve à financer la CADES? Il n'y a aucune raison. Donc on pourrait dire que cet argent pourrait revenir aux retraites. Vous avez déjà, entre la CVAE et ce que je viens de vous dire, vous avez déjà 10 milliards d'euros qui sont retrouvés. Bon, ben là il y a quelque chose à faire. Et là, je ne vous ai pas parlé de prélèvements supplémentaires, je vous ai parlé simplement de faire des choses qui pourraient relever simplement du maintien des prélèvements obligatoires et de faire de la réattribution au bon endroit de ressources qui existent déjà. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire n'importe quoi et de dire que la seule variable d'ajustement, ce sont les salariés. Gilles. Après Gérard, c'est Gilles. Vous avez mentionné les résultats de Total 2022 et on sent bien que le débat sur les profits ou les super profits revient. Qu'est-ce que vous pensez des propos de M. Pouyanné ce matin, qui a l'air de dire qu'au fond, il ne serait pas à nouveau contre un geste pour les consommateurs, notamment à la pompe, semblant penser que c'est sans doute plus lisible qu'une super taxe que les Français, au fond, ne verraient pas vraiment? D'abord, les Français la verraient, parce que si, par exemple, on imaginait une taxe sur les super profits, ce que je plaide, et qu'elle venait abonder le fonds de réserve des retraites, on serait peut-être content de pouvoir bénéficier de ces fonds, ou même de l'affecter directement à l'assurance vieillesse. Donc les Français le verraient, parce qu'on leur demanderait moins forcément d'efforts sur leur retraite. Mais pour revenir à ce que vient de dire le PDG de Total, je vois bien qu'il est prêt à faire l'aumône de 500 millions d'euros. Je crois que c'est à peu près le montant qu'il a donné, 600 millions d'euros. Bon, ils viennent de faire 19 milliards d'euros de bénéfices. Admettez qu'ils ne se sont pas serré beaucoup la ceinture. Et donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse dire aux grandes entreprises, et pas seulement Total, mais toutes les entreprises qui, dans la période, ont fait ces fameux super profits, qui ne proviennent ni de leur génie, ni de gains de productivité qu'ils auraient réalisés, ni d'innovation de rupture qui permettrait de justifier de ces profits. Non, ils ont profité de crises qui leur sont extérieures. Je pense à Sanofi, c'est la crise sanitaire. Total, c'est la crise géopolitique et la crise énergétique. Vous avez les armateurs qui, eux aussi, ont profité de moment pour pouvoir tirer de nouveaux bénéfices de la pénurie. Bon, on peut quand même se poser des questions. Les mêmes sont toujours là pour demander, en fait, que l'État leur vienne en aide quand ils en ont besoin. Et la crise sanitaire a quand même montrer que quand il y avait besoin de l'État,
pour mettre 140 milliards d'euros sur la table, l'État mettait les 140 milliards, et quand je dis l'État, c'est-à-dire c'est tous les contribuables qui les mettent, et cet argent-là, ils le remboursent maintenant avec la CRDS dont je viens de parler. Et là, ça pose le problème à personne. Là, il faut mettre quelques milliards de plus sur la table, et M. Pouyanné et les autres considèrent qu'ils ne peuvent rien faire, et que ce sera le fruit de leurs efforts. Pardon, mais enfin, quels efforts et quel partage de la valeur? Il y a un vrai sujet. On ne peut pas, dans un pays aussi riche que le nôtre, qui est l'une des 7 plus grandes puissances économiques mondiales, continuer à voir ce que l'on voit, un taux de pauvreté qui augmente, des gens à la rue, des gens qui ne mangent pas à leur faim, des étudiants qui font la queue dans les soupes populaires. Bref, est-ce qu'on peut tolérer ça longtemps quand on a, dans la même période, des PDG qui s'augmentent de 50%, alors même qu'aucun de leurs salariés n'a jamais vu une augmentation de cette nature, quand on voit des gens qui voient leur richesse augmenter, leur patrimoine augmenter de manière considérable, quand tous les autres se serrent la ceinture. Il y a un moment où ça se voit. Voilà. Et comme ça se voit, ça finit par faire hurler, et je comprends que ça fasse hurler. Annabelle. Justement, la taxation des super-profits était, si ma mémoire est bonne, la première PPL que vous deviez présenter dans le cadre de votre niche demain. On vient d'apprendre que finalement le texte était retiré. Ça ressemble à une retraite en rase campagne, d'autant que le sujet est, comme vous le dites, au cœur de l'actualité. Alors rassurez-vous, il ne s'agit absolument pas d'une retraite, ou alors ce serait une retraite tactique pour mieux s'attaquer sur d'autres sujets. On va présenter un amendement, même plusieurs amendements dans le cadre du projet de loi sur les retraites, pour abonder la caisse d'assurance vieillesse par le biais des super-profits. Donc on y revient dans les prochaines heures. Et donc vous rassurez-vous sur le fait que nous n'avons absolument pas perdu de notre volonté de taxer les super-profits. En revanche, vous qui êtes mieux informés que la moyenne, vous savez aussi ce que sont que les niches parlementaires. On a 11h30 de débat en une journée, et donc nous devons faire des arbitrages entre les textes qui ont des chances d'aboutir en séance et ceux qui n'ont aucune chance. Donc nous avons privilégié les textes qui avaient trouvé une majorité en commission, alors que malheureusement la taxe sur les super-profits n'a pas trouvé de majorité, puisque les Républicains et Renaissance s'y sont opposés, alors même que le chef de l'État, quelques jours plus tôt, avait expliqué qu'il était effaré par les super-profits, que c'était affreux et que c'était consternant et qu'il fallait évidemment faire quelque chose, etc. Mais comme l'hypocrisie n'a pas de limite quand il s'agit de faire la bonne rédaction, le bon oral pour le président de la République, mais à l'écrit, ça passe toujours pas, eh bien, évidemment, il n'y a rien eu en commission. Donc, comme on sait que ça n'a pas de chance d'aboutir demain matin, enfin jeudi matin, oui, demain matin, en séance publique, on retire ce texte-là pour privilégier d'autres textes. Je viens de parler des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. Il y a un texte sur les repas à 1 euro. On va avoir aussi 2 textes, l'un sur l'ordonnance de protection pour les femmes qui sont victimes de violences. Ce texte devrait pouvoir passer, donc on va le privilégier aussi. Il y a un texte sur l'enfance en danger et donc sur le retrait de l'autorité parentale pour le parent violent. Là aussi, il a été adopté à la quasi-unanimité, donc là aussi, on va essayer de le faire passer et d'aller jusqu'au bout. Et puis il y a un texte auquel nous tenons beaucoup, qui est un texte sur la nationalisation d'EDF et qui comprend dans son dispositif un article qui permet aussi de faire bénéficier du bouclier tarifaire aux TPE, aux PME et donc à nos boulangers qui aujourd'hui se demandent comment ils vont payer leur électricité. Donc comme on pense que ce texte-là a plus de chances d'être adopté parce que les Républicains s'y sont ralliés, eh bien, nous allons chercher à privilégier ces textes-là. Mais ça ne veut pas dire que nous abandonnons quoi que ce soit. De la même façon que quand dans la niche des Insoumis, vous aviez eu un retrait sur le SMIC, ça ne voulait pas dire qu'on abandonnait la revendication sur l'augmentation du SMIC. Ça veut dire simplement qu'on fait des arbitrages entre ce qui peut être adopté et ce qui ne peut pas l'être, dans un délai qui est un délai très court, puisque nous n'avons qu'une journée par an pour faire passer des textes. Donc, cette journée, on l'utilise au mieux. Frédéric. Oui. Est-ce que c'est bien vous comprendre que de dire que vous considérez que c'est la rue qui doit avoir raison contre un vote du Parlement ? C'est-à-dire, est-ce que si la réforme des retraites est votée par le Parlement, est-ce qu'elle sera légitime ou illégitime ? Et au passage, on n'a pas très bien compris quelle est la position du Parti socialiste en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite. Est-ce que c'est 60 ans ? Est-ce que c'est 62 ans ? Et est-ce que c'est
Oui, mais 62 ans, c'était la position initiale du PS. Et est-ce que c'est avec 43 annuités, comme le prévoit la loi Touraine? La première question, c'était est-ce que si l'Assemblée, si le texte est voté à l'Assemblée, sera la question de la légitimité. Bien sûr que quand une loi est votée par l'Assemblée, elle est légitime. Pas de doute là-dessus. Et je suis un républicain, un légaliste. Et il ne s'agit pas pour moi de commencer à expliquer qu'une loi votée ici n'aurait pas sa place dans notre dispositif juridique, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que la démocratie se limite à la démocratie parlementaire. Peut-être avez-vous écouté Pierre Rosanvallon il y a quelques jours, qui rappelait cette évidence, c'est qu'il y a une démocratie représentative qui existe et qui fait que nous sommes élus pour 5 ans. Est-ce que ça veut dire que dans l'intervalle, le peuple français ne peut pas faire entendre sa voix? La réponse est non. Et d'ailleurs, il le fait très régulièrement. Et dans des législatures précédentes, vous avez vous-même parfois relayé les revendications des bonnets rouges, des marches pour tous, enfin comment ça s'appelait, la manif pour tous, etc. Ça ne vous a pas gêné. Et vous n'avez jamais considéré que c'était impossible de s'exprimer entre 2 élections. Donc oui, le peuple français peut s'exprimer entre 2 élections, faire entendre un autre point de vue. Et honnêtement, s'agissant des retraites, là, on est, même si je ne suis pas pour une démocratie sondagière, quand même, quand vous avez une masse aussi conséquente, on n'est pas... Ça veut dire que celui qui vous appelle au téléphone et qui vous demande, en fait, si vous êtes pour ou contre la réforme, eh bien, 9 fois sur 10, au téléphone, on lui répond non, je suis contre. C'est pas rien. On peut dire que les sondages peuvent se tromper de 4 ou 5 points. Ça arrive tout le temps. Mais enfin, se tromper de 40%, de 50%, de 80%, ça devient plus compliqué. Et donc là, il y a bien quelque chose qui se passe dans ce pays, un refus profond de ce qu'est cette réforme. Sur la position du PS, moi je vais répéter quelle est ma position. Il y a un débat qui existe à la fois au PS et entre les formations de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Nous avions défendu dans l'élection présidentielle le maintien de la réforme Touraine. Point. Nous avons ensuite passé un accord avec les écologistes, les communistes et les insoumis, avec cet accord de la NUPES, avec la retraite à 60 ans et 40 annuités. Mais nous avons perdu l'élection présidentielle, ça n'a échappé à personne, et nous avons aussi perdu l'élection législative. Et donc, il y a, de mon point de vue, nécessité de se poser des questions et de se remettre au travail pour arriver à convaincre les Françaises et les Français que nos solutions sont celles qui doivent demain s'imposer et permettre au pays d'aller vers une autre politique. Et donc moi je défends des choses assez simples, mais je les défends à titre personnel à ce stade parce qu'il n'y a pas de position qui soit une position arrêtée par l'ensemble des formations de la NUPES. Moi je dis que l'âge légal, et je parle bien de l'âge légal, il doit être effectivement, symboliquement, ramené à 60 ans. Parce que 60 ans, c'est une garantie. Je reprends des mots qui furent ceux de Laurent Fabius, c'est-à-dire que l'âge légal, 60 ans, c'est une garantie pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. En réalité, on pourrait même fixer cet âge légal plus bas encore. On pourrait le fixer à un niveau où personne n'aurait jamais à travailler plus de 43 ans. Ensuite, ma position, c'est de dire que le vrai déterminant, c'est le nombre d'années de cotisation pour arriver à une retraite à taux plein. Et cette durée de cotisation, elle doit être fonction de la pénibilité des métiers. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a un métier manuel, un métier usant. Vous avez des gens qui, même à 55 ans, sont complètement cassés et dont la vie est devenue un enfer. Vous avez des gens dont l'espérance de vie est très courte. J'ai rencontré les gens qui travaillent dans les frigos à Rungis. Ils ont une espérance de vie à l'âge de la retraite, après 60 ans, qui est très courte. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi des amplitudes thermiques toute leur vie durant, qui sont terribles. Vous rentrez dans un frigo à moins 30, vous êtes à plus 30 dehors, vous faites 60 degrés en fait, d'amplitude thermique 20 fois, 30 fois, 40 fois dans la journée, avec le port de charge lourde, avec des carcasses de bestioles que vous portez sur vos épaules. Mais il faut se rendre compte que nous ne sommes pas égaux devant le travail. Et que c'est bien de vanter la valeur travail, mais enfin, il faudrait quand même donner de la valeur au travail et donner une capacité aux gens aussi à en sortir
quand leur vie a été une vie de labeur. Et c'est pas la même chose. Enfin, je sais bien que je parle devant des gens qui sont journalistes et qui donc passent leur vie à rencontrer d'autres personnes, mais il y a des tas de gens dans l'existence qui n'ont pas choisi leur métier. Il y a peu de gens qui ont choisi des femmes de ménage. C'est assez rare, hein, que ce soit une vocation. On le fait parce que voilà. Et quand je vois dans ma circonscription, qui est une circonscription périurbaine, qui devient un sujet pour beaucoup de monde, et tant mieux. Quand je vois que le matin, quand je vais distribuer des tracts au RER à 5h ou à 6h, et que les gens qui sont dans les RER, ce sont les fameux ouvriers de la première ligne, et que je les interroge sur ce qu'est leur vie et ce qu'est leur journée, et qu'ils me racontent, alors je vais vous donner le plus effarant, et qui est un peu aux limites de ce qu'on rencontre. Mais quand je rencontre une femme de ménage qui me dit « Je suis femme de ménage, je pars du Mets-sur-Seine, donc juste à côté de Melun. Je vais dans les Yvelines, je fais plusieurs changements. D'abord le RER, puis le métro, puis le bus. Je circule pendant 7 heures aller-retour par jour pour avoir un temps qui n'est même pas un temps complet pour faire du ménage et élever mes enfants parce que je suis mère célibataire. Je dis qu'il y a des vies qui vraiment devraient nous émouvoir plus que de chercher à leur faire payer plus encore sur ce qu'ils ont apporté à la société française. Et donc oui, je crois qu'il y a un moment où ça suppose d'avoir une distinction entre les métiers, entre leur pénibilité et reconnaître le fait qu'il y a des gens qui malheureusement ont subi leur existence pendant trop longtemps. Vous avez des gens qui ont même, je pourrais vous parler de ma propre famille avec des gens qui ont fait des études et qui étaient originaires d'un autre pays que celui que nous connaissons et qui sont arrivés en France après l'exil et qui ont été obligés de devenir simplement ouvriers ou ouvrières en l'occurrence et qui ont passé leur vie à plier des cartons alors même qu'ils avaient plutôt la prétention d'avoir des métiers intellectuels ou artistiques et qui ont passé leur vie à faire autre chose. Cette vie-là, ils ne l'ont pas choisie, à aucun moment. Et la retraite a été une libération pour eux, parce qu'à ce moment-là, ils pouvaient enfin faire autre chose que ce qu'ils avaient fait toute leur existence. Eh bien, moi, je me bats pour ces gens-là. C'est la vocation d'un socialiste. Elle est d'abord de se battre pour ces gens-là. Si on n'est pas là pour eux, qui le sera ? Et donc, oui, je me battrai jusqu'au bout pour qu'on entende leur voix. Jacques Hébert, indépendant. Je voulais vous parler du Parti socialiste. Menteur, tricheur, donneur de leçons, bourreur d'urnes, ce n'est qu'un petit extrait des échanges que vous avez eus avec le maire de Rouen très récemment. Alors comment est-ce que vous pouvez sérieusement nous faire croire, après toutes ces insultes, que vous pourrez gouverner ensemble et remonter le Parti socialiste ? D'abord, moi, je cherche absolument pas à vous faire croire quoi que ce soit. C'est comme pour l'amour, hein, c'est les preuves plutôt que les déclarations. Donc, on va vous montrer, ou pas, que nous sommes en capacité de diriger ce parti, de le faire avancer et de lui rendre la force qu'il a connue autrefois et qu'il a malheureusement perdue depuis quelques années. Donc, je ne vous ferai rien croire du tout. Il y a eu des échanges violents entre nous au sein de ce parti. Nous sommes parvenus à un protocole d'accord. J'espère qu'il sera respecté. Et s'il l'est, eh bien nous arriverons à vous montrer que nous sommes encore une grande force et que nous avons encore des choses à dire dans ce débat politique. Le micro arrive. Oui. François Gervais, Horizon Politique. Il y a eu un appel hier qui a été très médiatisé d'un député France Insoumise envers les universités, pour demander aux universités de rentrer dans le mouvement et des lycéens. Est-ce que vous joignez à cet appel, vous demandez à ce que les étudiants manifestent? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, j'allais évoquer mai 68, mais est-ce que vous croyez que les étudiants peuvent apporter leur pierre à ce mouvement et faire capoter cette réforme des retraites? D'abord, les étudiants sont concernés directement par cette réforme. Donc il n'y a pas de raison qu'eux-mêmes ne se mettent pas dans le mouvement. Moi, j'ai commencé ma vie politique comme ça, en fait, en prenant conscience d'une réalité et en me disant que
j'avais moi-même à prendre part à ce débat. Et puis maintenant, je suis devant vous. Voilà. Donc, la prise de conscience, elle vient à tout âge. Et il n'est pas indifférent que les étudiants s'intéressent à ce projet. D'abord parce qu'il va avoir des conséquences à très long terme pour eux, et tant mieux, puisqu'ils sont au début de leur vie. Mais ça va avoir des conséquences aussi sur l'emploi, parce que c'est pas comme si on avait des emplois à profusion, et donc les emplois qui ne seront pas libérés, ils ne seront pas occupés par des plus jeunes, et ils seront là eux-mêmes avec une entrée dans la vie active qui sera de plus en plus tardive, et c'est ce qu'on voit. Et donc quand on sait le nombre d'annuités qu'ils auront à assumer, ils voient aussi l'âge de la retraite se décaler. Et je ne suis pas sûr que même si on a un métier agréable et en bonne santé, la retraite à 70 ans, ce soit vraiment un idéal. Donc voilà, je pense qu'ils ont de bonnes raisons de se mobiliser et de faire entendre leur voix. Et comme souvent, ils le savent aussi, les gouvernements ont souvent plus peur des mouvements étudiants que des mouvements salariés, pour des raisons qui sont liées au fait qu'on ne peut pas tourner le dos à sa propre jeunesse. En tout cas, on ne devrait pas. Et donc peut-être que c'est de nature à faire aussi, à être un game changer pour reprendre une expression qui n'est pas très française. Mais ça peut être effectivement un élément du débat, je ne sais pas. Puisqu'on est revenu sur les retraites, deux questions. Est-ce que vous pensez que si le texte est examiné en entier à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas certain compte tenu de la procédure choisie et du nombre d'amendements déposés, si un scrutin était organisé sur l'ensemble du texte, est-ce que vous croyez à la possibilité d'un rejet ? Quand on regarde les votes qui ont eu lieu jusque-là, sur les motions de procédure, sur les amendements de suppression de l'article 1er notamment, on sait que les Républicains joueraient un rôle charnière in fine. Pour l'instant, une majorité de Républicains n'a pas voté contre le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une majorité possible pour ce texte à l'Assemblée ou pas ? Et deuxième question, quel est l'état de la réflexion au sein du groupe socialiste et au sein de la NUPES sur la stratégie à adopter? Est-ce qu'il faut au moins que les députés devant les Français puissent débattre de l'article 7, que chacun puisse se compter sur ce sujet-là? C'est l'article qui reporte l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Alors d'abord, moi je ne connais pas l'issue du débat, évidemment, et je ne désespère pas de convaincre, et notamment les gaullistes, s'il en reste. Peut-être que derrière les changements de nom, il y a eu une évolution et qu'on a aujourd'hui face à nous des libéraux stricts. Mais peut-être qu'il existe encore des gens qui, comme hier Philippe Séguin, ou comme avant lui le général de Gaulle lui-même, ont en tête le fait qu'ils ne sont pas la droite libérale et qu'ils ont porté avec la gauche un programme sur le Conseil national de la résistance qui a permis ces grandes évolutions au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et je le dis aussi, en fait, ça devrait nous interroger. C'est un pays ruiné, affaibli comme il ne l'avait jamais été, qui met en place le régime de retraite par répartition. Et c'est un pays riche comme il ne l'a jamais été, qui opère une régression. Donc, est-ce que ces gens qui ont accompagné ces grandes réformes en 1945 sont aujourd'hui ceux qui enterreront en fait l'héritage qui est notre héritage commun, ce qui a fait que pendant des années, malgré des combats que nous portions les uns contre les autres, nous savions nous retrouver sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce contrat que nous avons noué les uns avec les autres au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce système, ce modèle unique au monde, c'est vrai, mais c'est justement notre singularité. On est toujours là, nous Français, à dire regardez-nous, en fait, on s'élève à l'universel parce qu'on a toujours eu cette prétention à être moteur et à apporter quelque chose au reste du monde. Est-ce que, sur la question sociale, on est encore dans cette épure-là, ou est-ce qu'on a renoncé finalement à être finalement pilote, et est-ce qu'on est simplement maintenant à vouloir se joindre au concert des nations, y compris dans ce qu'elles ont de pire? Moi, je crois que, y compris tout ce que nous avons vécu avec la crise sanitaire, devrait nous interroger. On a, je pense, mis quand même un peu appuyé sur le bouton pause de la mondialisation ultralibérale. Tout le monde a compris quelles en étaient les conséquences, quel en était le prix en termes de souveraineté, en termes d'indépendance par rapport
même à d'autres pays, et que nous avons finalement tellement versé, et quand je dis tellement versé, ça n'est pas simplement la droite, je parle même pour nous, qui avons accepté en fait souvent de nous ranger à des positions qui étaient en réalité dictées par la révolution libérale, qui avait été celle de Thatcher et Reagan au début des années 80, et qu'ils ont emmené le monde derrière eux. Et là aussi, si on revient d'un mot sur la question fiscale, quand je vois que en fait, on avait des taux de prélèvement obligatoires dans le pays le plus capitaliste du monde qui allaient jusqu'à 80%, et que c'est à ce moment-là qu'on a complètement dévissé. Et depuis, en fait, ce sont les services publics qui sont mis en accusation, ce sont les agents des services publics qui sont mis en accusation, alors même qu'ils sont ceux qui font tenir le pays debout. C'est quand même, il y a une inversion des valeurs incroyable depuis 30 ou 40 ans. Et nous la subissons. Et c'est pour ça que la bataille culturelle, elle est au moins aussi importante que la bataille parlementaire, politique, etc. Parce qu'il y a besoin de revenir à quelques fondamentaux. Moi, je suis effrayé par la façon dont on continue à considérer les enseignants, les personnels hospitaliers, etc. On les applaudit à 20h et puis après on les oublie à 21h. C'est ça ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on a de plus précieux que nos enfants ? Qu'est-ce qu'on a de plus précieux que de transmettre, y compris parce que si nous voulons rester dans la compétition mondiale, nous avons besoin d'enfants bien formés et accompagnés et éviter en fait tous ces ratés, ce gaspillage humain qui est l'échec scolaire. Et pourtant, on ne met pas l'argent dans l'éducation. Et pourtant, on continue à les traiter comme la dernière roue du carrosse. Je m'inquiète de ça. De la même façon que je m'inquiète de voir l'hôpital public se désagréger progressivement. Et on n'a pas de mots assez durs pour tous ces fonctionnaires qui seraient en fait des fainéants, qui seraient des bobos, qui seraient des je sais pas quoi, etc. Mais de quoi, quel modèle voulons-nous ? Alors j'entends, si on vient à Pouyanné, lui ce matin, lui au moins il est clair, il dit les retraites, en fait il ferait penser à la capitalisation. Donc on passe à l'assurance privée. C'est Mitterrand qui disait méfiez-vous, en fait, ils n'auront de cesse que de chercher en fait à passer d'un système qui est un système public, généreux, solidaire, à un système par capitalisation. Il avait tellement raison. On voit bien qu'il y a des forces puissantes qui sont à l'œuvre parce qu'elles savent qu'il y a beaucoup d'argent derrière tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est un modèle de civilisation que je défends et que j'espère à qui nous allons redonner ces lettres de noblesse. Et vous voyez que dans ce débat-là, les socialistes ont encore des choses à dire et que ce n'est pas les congrès passent, ils sont parfois violents, parfois on dépasse le volume sonore nécessaire pour se faire entendre, et parfois ça dépasse l'entendement s'agissant des accusations qui sont portées. C'est comme ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a un parti politique aujourd'hui qui doit reprendre sa place, parce que quand il n'est pas là, eh bien, il y a un manque. Et ce manque, c'est celui qui a permis, en fait, toutes les grandes conquêtes depuis plus d'un demi-siècle. Voilà. Sur le rythme des débats ? Sur le rythme des débats. Bon, les amendements... Moi, je ne peux pas parler au nom de tous les groupes de la NUPES, je ne parle qu'au nom du groupe socialiste. Il y a 1300 amendements que nous avons déposés qui permettent d'avoir un débat nourri sur tous les articles. Moi, je souhaite qu'on puisse aller jusqu'à l'article 7, et plus si affinité, mais je souhaite qu'on puisse avoir tous les débats. Maintenant, ce que je comprends de ce que me disent nos partenaires insoumis, c'est qu'ils veulent avoir la maîtrise du temps à travers les amendements, mais pas pour forcément débattre de tous les amendements. J'imagine qu'à certains moments, ils accéléreront en retirant des paquets d'amendements, etc. Donc, je ne sais pas ce qu'ils feront exactement, mais on en discute entre nous. Et l'idée est de maîtriser le temps plus que d'empêcher un débat qui doit avoir lieu, parce que nous avons besoin, y compris article après article, de revenir sur les dispositions et de montrer, en fait, de décrypter ce texte. Je prends un exemple. Le gouvernement, et ce matin, Gérard Larcher, président du Sénat, nous dit quand même, cette réforme, il y a des choses vachement bien. Aucun retraité n'aura une retraite à moins de 1 200 € brut. Mais c'est faux. Si c'était vrai, on pourrait au moins se féliciter de ça. C'est même pas vrai. Et ça a été démontré par, je ne vais pas être trop long ici, mais reprenez les travaux de Zuckman, par exemple, qui fait la démonstration claire, nette, du fait que au-delà des codicilles d'assurance, en fait, où il faut regarder en bas de la page avec sa loupe pour s'apercevoir qu'il faut avoir toutes ces années de cotisation. C'est une retraite, ça ne vaut que pour ceux qui ont assumé une retraite complète. Pour les autres qui sont... Et je vous rappelle que ces gens qui aujourd'hui ont une retraite qui est de moins de 1 100 € brut, ce sont essentiellement
des gens qui n'ont pas une carrière complète. Donc, en fait, on vous fait miroiter 1 200 €, alors même que vous n'avez pas les conditions requises pour les toucher. Donc, c'est quand même... on est dans le comble de l'hypocrisie, là aussi. Bon, donc moi, je veux qu'on puisse aller jusqu'au bout de ce texte et qu'on puisse montrer, article après article, à quel point il est, en fait, une arnaque. Voilà. Pierre. Oui, bonjour, Pierre Ducan de Contexte. J'avais 2 questions au sujet de la prochaine élection nationale qui va concerner le Sénat et non l'Assemblée. J'aurais voulu savoir si dans l'accord que vous avez évoqué tout à l'heure, interne au Parti Socialiste à Marseille, que vous avez trouvé avec Nicolas Maillard-Rossignol, la question des investitures au sénatorial en faisait partie. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'était récemment, Patrick Kanner, qui est le président du groupe socialiste au Sénat, a plaidé pour le maintien des postes sortants au Sénat. Est-ce que c'est la position du Parti socialiste? Alors sur le premier point, sur la partielle dans l'Ariège, là il y a une position du Parti socialiste qui est très claire. En fait, d'abord, la candidate qui a été retenue par la fédération est une candidate qui est suspendue, donc elle ne peut pas, étant suspendue, être candidate au nom du PS. Et par ailleurs, cette partielle est le résultat de l'élection du mois de juin. C'est la même élection qui se rejoue pour des causes qui sont d'ailleurs extérieures à cette députée, puisqu'il s'agit d'une erreur de la préfecture qui s'est trompée de bulletin et qui a mis des bulletins RN d'un mauvais candidat. Et comme le premier tour s'est joué de très peu entre le RN, Renaissance et la dissidence socialiste, le juge de l'élection a annulé l'élection elle-même. Et il n'y a aucune raison de revenir sur l'accord passé. Et donc, celle qui aura l'investiture de l'ensemble des partis de la NUPES, c'est Bénédicte Taurine. Voilà. Et là-dessus, nous sommes tous d'accord. Au moment où nous avons passé, ça n'est pas dans le texte du protocole, mais nous en avions discuté et ça faisait partie des éléments qui nous rassemblent. Et je rappelle que Nicolas Maillard-Rossignol a expliqué à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas sortir de l'accord de la NUPES à l'Assemblée. Donc, de ce point de vue, tout est clair et nous sommes parfaitement en phase les uns avec les autres. Sur la deuxième question qui porte sur les sortants du Sénat, je n'ai pas encore étudié en profondeur les candidatures des uns et des autres et on va voir comment nous y prenons. Mais je rappelle que Patrick Kanner a plaidé pour un texte qui demande la parité stricte à toutes les élections. Et donc, je pense que Patrick Kanner sera d'accord avec Patrick Kanner et qu'il veillera à ce que, dans cet exercice du mois de septembre, eh bien, nous respections l'engagement qu'il a pris. Moi, je respecte les engagements que prend Patrick Kanner, en fait. C'est ça la réalité, puisqu'en réalité, il y avait... c'était plus clair dans sa bouche que dans la mienne. Moi, j'étais plus prudent, mais donc maintenant que cet engagement a été pris et que je pense qu'il avait raison, ben, je veux le suivre. C'est la parité des candidatures ou c'est la parité des élus? C'est toujours difficile de dire la parité des élus, parce que là, c'est pas nous qui décidons. Enfin, oui, certes. Mais contrairement à cette réputation que vous voulez nous faire de bourreur d'urne, on ne bourre pas les urnes. Donc en fait, les électeurs choisissent eux-mêmes. On les connaît, enfin, vous êtes... on a une idée de ce qui peut se passer. C'est pas toujours évident. Je peux vous dire que venez un soir d'élection sénatoriale au siège du PS ou d'autres partis, vous verrez qu'on tremble. Et qu'on n'est pas certain d'avoir... on sait qu'à tel endroit, il y en aura normalement 2. Mais peut-être qu'il n'y en a qu'un. À un endroit, on pense qu'il y en aura un, et puis finalement, on ne l'a pas. Et puis le scrutin n'est pas le même selon les départements. Parfois, c'est proportionnel, parfois, c'est le scrutin majoritaire. Donc, tout ça fait que... Donc, déjà, si on pouvait avoir une parité de candidature, et faire en sorte que les têtes de liste, quand c'est des têtes de liste à la proportionnelle, soient à égalité des hommes et des femmes, on aurait déjà progressé. Hélène. Oui. Excusez-moi. Alors, compte tenu du comportement des insoumis à l'Assemblée nationale, notamment ces jours derniers, avec l'obstruction systématique au débat sur la réforme des retraites, est-ce que vous vous félicitez ou est-ce que vous ne regrettez pas par moment d'avoir signé cet accord avec la NUPES et d'avoir cédé
au talent de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous pensez que c'était une bonne opération pour vous, pour le Parti socialiste? Je vais retourner à la question. Est-ce que, en fait, vous vous souvenez du débat dans l'hémicycle au moment du mariage pour tous? Et est-ce que vous aviez à cette époque-là envie de dire que les républicains n'étaient pas républicains, que le chahut était insupportable sur un sujet qui ne le méritait pas puisqu'on n'ôtait aucun droit à personne et qu'on en accordait à d'autres? Et je vois que les époques passent et qu'on ne juge pas du même bois les uns et les autres. Moi, je ne suis pas insoumis. Je ne hurle pas dans l'hémicycle, je n'ai pas le même discours ni la même culture que les insoumis. Eux, c'est eux et moi, c'est moi. Mais je défends quand même cette idée simple que le chahut à l'Assemblée n'est pas une nouveauté et que vous l'avez connu. J'étais collaborateur de Martine Aubry pour les 35 heures. J'ai passé toutes ces heures-là au banc derrière elle. Je peux vous dire qu'on en a vu des vertes et des pas mûres. Et à l'époque, personne n'expliquait que le RPR n'était pas républicain. Personne n'expliquait que c'était insupportable. Et je vois, en fait, quand Christiane Taubira se faisait insulter de tous les noms pendant un débat qui était d'une violence terrible, mais ça ne gênait personne. On trouvait que c'était normal, c'était l'expression de la démocratie. Mais écoutez, je ne suis pas insoumis, je n'utilise pas leurs mots, mais je comprends que s'ils sont dans cet hémicycle, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont voté pour eux et qui se sentent représentés et qui se sentent incarnés, y compris dans la colère qu'ils expriment. Voilà, donc eux c'est eux, moi c'est moi, mais j'aimerais qu'on puisse juger non pas simplement du volume sonore, mais aussi de ce que nous défendons ensemble dans cet hémicycle. Et nous défendons une autre conception du financement des retraites, une autre conception aussi de ce droit au repos qui ne peut pas être absent complètement de notre réflexion. Si j'étais vraiment taquin, je dirais en fait, je reprendrais ce proverbe chinois qui dit en fait quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Eh bien, ne regardez pas le doigt des insoumis, regardez plutôt en fait le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est notre régime de retraite par répartition. Comment est-ce qu'on le finance? Comment est-ce qu'on fait que ce reste un régime qui soit un régime juste? Parce que là, le débat dans le débat, je vois bien que c'est à chaque fois la tentation de ceux qui sont en défaut par rapport à l'opinion. Et donc, on introduit un autre débat. Est-ce qu'ils sont assez sages? Est-ce qu'ils sont assez polis? Qu'ils mettent une cravate, pas de cravate, etc. Franchement, ce n'est pas à la hauteur du sujet. Là, on est en train de parler d'un sujet qui va avoir un impact pour l'ensemble des Françaises et des Français qui ne sont pas encore à la retraite et pendant des décennies. Ça, c'est le vrai débat. Savoir, quand dans 15 ans, les gens se poseront la question, qui partiront à la retraite, ils se diront « Ah ben dis donc, j'ai ce régime-là, c'est pourri ça ». Ils ne se poseront pas la question de savoir s'il y avait des gens qui avaient dépassé 30 décibels. Ils se poseront la question de savoir ce que chacun défendait à ce moment-là. Et donc, revenons à l'essentiel. Chantal. Oui, l'essentiel, d'accord, mais si je vous ai bien compris tout à l'heure, vous dites qu'il n'y a pas de position commune à la NUPES sur ce que vous voulez vraiment pour la retraite. Donc, est-ce que finalement, le point commun, c'est de dire non, surtout? C'est pas le point commun sur tout. En fait, pas surtout, c'est surtout dire non, pardon. D'abord, c'est utile parfois de dire non, c'est pas complètement anodin. Et vous me posez la question à moi, est-ce que vous posez la question à Laurent Berger et à Philippe Martinez? Ils sont pas là. Hein, oui, mais la question est la même pour en fait l'ensemble du monde politique syndical. Est-ce que nous sommes d'accord en tout point, à ce stade, sur le régime idéal? La réponse, pour l'instant, c'est non. Nous ne sommes pas encore complètement d'accord, nous sommes en débat et nous réfléchissons ensemble au meilleur régime. Mais est-ce que c'est le débat du moment? La réponse est non aussi, parce que nous ne sommes pas dans un référendum à choix multiples, réforme NUPES tapé 1, réforme gouvernement tapé 2. On est pour l'instant dans un débat qui est un débat qui nous mobilise par rapport à un projet qui est un projet gouvernemental. Si nous étions demain matin dans une élection législative ou présidentielle, là nous aurions une obligation immédiate de vous fournir un projet sur lequel on s'est mis d'accord en vous disant nous c'est ça, les autres c'est ça, et donc vous avez à choisir entre ça et ça.
Mais là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de dissolution pour l'instant. S'il y avait une dissolution d'un matin, je vous prie de croire que dans la nuit, on se mettrait d'accord sur ce que doivent être nos positions. Pour l'instant, parce que nous sommes encore loin de l'échéance, chacun fait prévaloir ses positions. Nous sommes, nous, sur une position qu'on pourrait qualifier de plus crédible et d'autres, peut-être, de positions plus généreuses. J'essaye d'être, en l'occurrence, généreux avec tout le monde. Voilà, mais nous aurons besoin, ce que j'explique à mes partenaires de la NUPES, c'est que je leur dis, moi je suis en fait pour la retraite le plus tôt possible, avec le montant le plus élevé possible, avec le moins d'annuités possible, etc. Ça c'est la position, j'ai envie de dire, de principe, philosophique, idéal. Mais ce que je leur dis aussi, c'est que nous aurons des arbitrages à rendre qui ne peuvent pas se limiter à la question des retraites. Et c'est pour ça que le sujet est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que moi je pense que si nous revenons au pouvoir demain, nous aurons à financer aussi la transition écologique, par exemple, et c'est des dizaines de milliards tous les ans. Donc, il y aura aussi des priorités à financer. Et je ne voudrais pas que, ayant consacré l'intégralité de ce que nous pouvions consacrer comme nouvelles ressources aux retraites, nous ne puissions plus rien faire sur l'aide sociale, je sais pas, n'importe quoi, l'aide sociale à l'enfance, qu'on puisse plus rien faire sur en fait la transition écologique, qu'on ne puisse plus mettre d'argent sur d'autres sujets qui le méritent aussi. Et donc je plaide pour une cote qui permette d'avoir un système qui soit un système juste, qui tienne compte des évolutions de l'espérance de vie. Et notez que l'espérance de vie n'augmente plus à l'heure où nous nous parlons. Donc on est dans cette il faut fixer une trajectoire, et c'est pour ça que je plaide, mais je le dis encore une fois à titre personnel, pour avoir un âge légal qui soit un âge légal qui soit bas, un nombre d'annuités qui soit égal à 43 ans droit commun, et avec moins d'annuités pour toutes celles et ceux qui ont connu un métier pénible ou qui ont commencé à travailler très tôt. À partir de là, vous avez un projet qui peut se nourrir et qui peut être discuté avec les uns et avec les autres, et je ne sais pas à quoi nous aboutirons, mais en tout cas c'est ce que je plaide, parce que je pense que, je vous ai déjà dit tout ça tout à l'heure, nous ne sommes pas égaux devant le travail, pas égaux devant l'espérance de vie, et donc qu'il faut ménager des situations différentes avec des réponses différentes. Jacques, à nouveau. Je change totalement de sujet. Vous êtes pour ou contre l'accueil des athlètes russes aux Jeux Olympiques de Paris ? Moi, je suis pour toujours faire en sorte de ne pas rendre coupables les athlètes de ce que sont enfin, je le dis mal, donc je vais essayer de trouver une phrase qui soit plus facile, mais enfin, en gros, je considère que les athlètes russes qui se sont préparés pour les Jeux Olympiques n'ont pas à subir Vladimir Poutine jusqu'au bout. Ils le subissent déjà comme président de la Fédération de Russie. Ils le subissent déjà parce que c'est un autocrate et ils ont peut-être dans leur famille des gens qui sont partis en Ukraine faire la guerre, une guerre qu'ils n'ont pas voulu. Et donc leur dire qu'en plus ils devraient être sanctionnés en ne participant pas à ces Jeux, je pense que c'est un peu injuste à leur endroit. Une dernière question en répondant un peu plus près du micro si possible, me dit-on à nouveau. En fin d'année dernière, l'Assemblée nationale avait voté une proposition de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Le Sénat a également voté il y a quelques jours une proposition de loi allant dans le même sens. Alors en inscrivant l'IVG à un endroit différent dans la Constitution de ce qui avait été voté à l'Assemblée et avec des termes différents puisque l'Assemblée parlait de droit et le Sénat parle plutôt de liberté, est-ce que la version votée par le Sénat peut vous convenir ou est-ce que vous estimez que ce texte doit continuer à être travaillé ? Moi, je voudrais surtout avoir l'avis de juristes qui me disent quelles sont les garanties qu'offre le texte issu du Sénat. S'il offre les mêmes garanties que celui de l'Assemblée et que nous pouvons nous mettre d'accord sur ce texte-là, je n'y verrai pas d'inconvénient. Ce que je veux, moi, c'est au final qu'on puisse permettre d'assurer dans notre pays la possibilité du libre choix pour les femmes qui veulent continuer à interrompre une grossesse non désirée. Voilà, donc je vois que ça finasse, donc j'aimerais en comprendre les conséquences pratiques, juridiques, et lorsque j'aurai
à cet avis éclairé, je vous répondrai plus complètement, mais vous l'aurez compris, ce que nous cherchons, c'est simplement à garantir un droit qui est malheureusement menacé régulièrement, et pas seulement outre-Atlantique, y compris en Europe. Et donc, pour le garantir, il faut se prémunir de tout aléa, y compris d'une victoire un jour d'une extrême droite qui a toujours fini par s'attaquer aux femmes. Merci Olivier Faure, merci à tous, Merci à vous. bon après-midi et à bientôt.